المقاومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي ويكشف ظهرها. ليس حزبا لبنانيا ولكنه فرقة إيرانية. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle semaine d'actualité. Voici les titres de ce journal. Un imam proche du Hezbollah affirme avoir été la cible d'une tentative d'assassinat à Saïda, alors que les combats reprennent à Tripoli, faisant 4 morts et plus d'une vingtaine de blessés. Londres assure que sa décision d'armer les rebelles syriens va dépendre des négociations de paix. Moscou, pour sa part, veut que Washington accentue sa pression sur l'opposition syrienne pour qu'elle participe à Genève 2. Calme relatif en Turquie après de nouvelles violences cette nuit entre policiers et manifestants. Le Premier ministre accuse les protestataires de servir les intérêts d'éléments extrémistes. Et à suivre également dans cette édition, ouverture du procès de Bradley Manning, la taupe présumée de Wikileaks. Ce soldat américain est accusé d'avoir mis en danger ses compatriotes en transmettant des milliers de documents classifiés. Nouvel incident sécuritaire à Saïda, l'imam de la mosquée Al-Quds affirme avoir été la cible d'une tentative d'assassinat lorsque des inconnus ont ouvert le feu dans sa direction alors qu'il se rendait à la mosquée pour la prière du matin. Cheikh Maher Hamoud, un proche du Hezbollah, a indiqué que les agresseurs ont manqué leur cible et se sont enfuis quand ses gardes du corps ont riposté. Il a critiqué les prises de position de Cheikh Ahmed El Assir, un islamiste de Saïda, qui a appelé les musulmans du Liban à aller combattre les forces loyalistes en Syrie. Cheikh Hamoud accuse des sympathisants de l'opposition syrienne ou toute autre partie d'être derrière sa tentative d'assassinat et de chercher à créer la discorde. D'autre part, le véhicule de l'imam de la mosquée de l'Unité à Kabeliès, dans la plaine orientale de la Bekaa, a été incendié. Cheikh Ibrahim El Braidi ne se trouvait pas dans sa voiture au moment de l'attaque. Reprise des violences à Tripoli qui mettent fin à une semaine de calme relatif dans la grande ville du Nord. 4 personnes ont été tuées en moins de 24 heures lors d'accrochages entre les quartiers rivaux de Jabal Mohsen et Bab el-Tebene. 27 personnes ont par ailleurs été blessées, la plupart par balles. Le mois dernier, une trentaine de personnes ont été tuées dans de violents combats impliquant roquettes RPG, tirs au mortier, obus et armes automatiques. Et puis la situation à Tripoli au cœur de l'entretien du président Michel Sleiman avec le ministre sortant de l'Intérieur, Marouane Charbel. Il s'est également entretenu avec le chef du parti Kateb, Amin Jmaïel, de la situation politique au Liban, notamment la prorogation du mandat du Parlement et les recours constitutionnels survenus après cette décision. Le chef de l'État a par ailleurs reçu le ministre roumain de l'économie, avec qui il a abordé le renforcement de la coopération économique entre les deux pays, ainsi que le ministre vénézuélien des Affaires étrangères pour les affaires de l'Asie et du Moyen-Orient. Face à la recrudescence des incidents sécuritaires, Fouad Seniora appelle toutes les parties à éviter de transformer le Liban en théâtre d'affrontements. Lors d'une cérémonie à la municipalité de Saïda, le chef du bloc parlementaire du Coran du Futur s'est opposé à toute tentative qui vise à entraîner le pays dans les conflits régionaux. Seniora dit refuser que le Liban soit transformé en une base d'exportation du mal et que les jeunes Libanais deviennent le carburant des affrontements en Syrie et des instruments de soutien au régime de Damas. Après le chef de l'État, le courant patriotique libre de Michel Aoun a à son tour présenté devant le Conseil constitutionnel un recours en invalidation de la loi sur la prorogation du mandat de la Chambre. Le député Ibrahim Kenaan a appelé le Conseil à faire prévaloir la légalité et la Constitution, estimant que ce mandat appartient aux Libanais. Les députés du CPL avaient boycotté la séance du Parlement consacrée à sa prorogation. Le président Sleiman, qui a soumis son recours samedi, a invité le Conseil constitutionnel à se prononcer dans les plus brefs délais pour permettre aux députés de se réunir pour raccourcir la durée de la prorogation, mais surtout pour approuver une nouvelle loi électorale, de manière à ouvrir la voie à l'organisation du scrutin législatif avant l'expiration du mandat prorogé, soit le 20 novembre 2014. Un demi-million de Syriens ont trouvé refuge au Liban depuis le début du conflit en mars 2011. D'après le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU, plus de 418 000 d'entre eux ont été enregistrés. La réalité est bien au-delà. Certaines estimations parlent d'au moins 1 million de réfugiés syriens. Et puis sachez que le commissaire du gouvernement auprès le tribunal militaire a engagé des poursuites contre 12 personnes soupçonnées de collaboration avec Israël.
Le juge Saher Saher a par la suite transféré les dossiers au premier juge d'instruction militaire. 8e édition du prix Samir Kassir pour la liberté de la presse, organisé par le Centre Skies et la délégation de l'Union européenne. Ce prix récompense depuis 2006 des journalistes du monde arabe. Sa remise a lieu chaque année le 2 juin, jour de l'assassinat de Samir Kassir. Le prix dans la catégorie de l'article d'opinion a été remis à Doha Hassan, une jeune journaliste palestino-syrienne qui a décrit dans un article l'endoctrinement pratiqué par le parti Baas sur les enfants dans les écoles. Pour la catégorie de l'article d'investigation, c'est Ahmed Abou Derha, un journaliste égyptien, qui a été récompensé pour un article qui a mis la lumière sur l'Afrique, une région occultée par les médias. Il relate le périple d'Africaines vendues, revendues et torturées alors qu'elles tentaient de se trouver une meilleure vie en Égypte. Enfin, le prix pour la catégorie reportage audiovisuel a été décerné à une jeune journaliste libanaise de 22 ans, Luna Safwan, pour son reportage sur la vie quotidienne des réfugiés syriens à Herzl. Pour cette 8e édition, 1200 articles d'opinion et d'investigation ont été soumis. Dans son allocution, l'ambassadrice de l'Union européenne, Angelina Eichhorst, a fait remarquer que cette année, la participation a été plus vigoureuse et plus jeune. 70% des finalistes sont des femmes et 60% ont moins de 30 ans. La décision de Londres de fournir des armes aux rebelles syriens dépendra de l'évolution des négociations de paix et de l'attitude d'autres pays. C'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie britannique, William Hague, en référence à la Russie et à l'Iran, les deux principaux fournisseurs d'armes au régime de Damas. Londres et Paris ont obtenu la semaine dernière la levée de l'embargo de l'Union européenne sur les livraisons d'armes aux rebelles syriens. Pour le secrétaire au Foreign Office, l'organisation de la conférence Genève 2 est une priorité, même s'il n'est pas excessivement optimiste. William Hague insiste par ailleurs sur la nécessité de trouver une solution politique le plus rapidement possible. La Russie, pour sa part, estime que les États-Unis ne font pas assez pression sur l'opposition syrienne pour qu'elle participe à la conférence de paix que Washington et Moscou tentent d'organiser. C'est ce qu'a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Pour ce responsable, Washington ne doit pas permettre à l'opposition de lancer des ultimatums et de poser des conditions préalables. La principale d'entre elles est le départ de Bachar el-Assad. Fin mai, la coalition nationale syrienne a fait savoir qu'elle ne participerait pas à la conférence que si une date butoir est fixée pour convenir du départ du pouvoir du président syrien. Le ministre israélien de la Défense dit suivre avec inquiétude la livraison de missiles russes à la Syrie. Moshe Ya'alon assure cependant que ces livraisons n'auront pas lieu avant l'an prochain. La semaine dernière, il avait affirmé qu'Israël saurait quoi faire si la Russie livrait ses systèmes de défense à Damas. Il faisait allusion à de nouveaux raids aériens après ceux menés par Tsahal début mai pour empêcher des transferts d'armes de Syrie au Hezbollah. Le ministre de la Défense estime par ailleurs que le régime syrien ne contrôle plus que 40% du territoire et que les rebelles ont pris possession d'au moins 4 quartiers de Damas. Il a également confirmé que l'armée israélienne a ouvert un hôpital de campagne sur le plateau du Golan annexé pour soigner des blessés qui viennent de Syrie. Dans un instant, en direction la Chine, où plus d'une centaine de personnes ont péri dans l'incendie d'un abattoir. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a nommé l'indépendant Rami Hamdallah comme chef du gouvernement. Ce professeur de linguistique dirigeait l'université à Najda depuis 1998. Il succède à l'économiste Salam Fayyad qui avait démissionné en avril sur fond de divergences politiques et financières avec Abbas. Cette désignation a été aussitôt dénoncée par le Hamas qui administre la bande de Gaza depuis 2007 et refuse toute négociation avec Israël. Le mouvement islamiste estime que ce gouvernement ressemble au précédent et ne réglera pas le problème de l'unité du peuple palestinien. Ce nouveau cabinet apparaît comme un sérieux obstacle aux efforts de réconciliation entre le Fatah et le Hamas sous l'égide de l'Égypte. Le mois dernier, les deux factions palestiniennes s'étaient pourtant mises d'accord pour former un gouvernement d'union représentant l'ensemble des territoires. Calme relatif en Turquie au 4e jour du mouvement de contestation. Pour la 3e nuit consécutive, des affrontements ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre à Ankara, la capitale, mais aussi à Istanbul, la plus grande ville du pays. Ces manifestations, nées de l'opposition à un projet immobilier à Istanbul, se sont muées en mouvement de contestation. Le Premier ministre les attribue à des éléments extrémistes, mais les protestataires accusent Recep Tayyip Erdogan de dérives autoritaristes pour islamiser le pays.
L'attachement aux valeurs d'Atatürk, le père de la Turquie moderne, est très important aux yeux des Turcs qui craignent une atteinte à l'État laïque. Même à l'étranger, la communauté turque se mobilise, comme ici à Bruxelles, devant le Parlement européen, où la diaspora appelle à la démission d'Erdogan. Nous sommes ici sur la place du Luxembourg à Bruxelles, en Belgique, pour déplorer les événements qui se passent actuellement en Turquie, qui commencent à avoir un effet domino malheureusement. Nous déplorons la voie par laquelle les insurrections ont commencé à prendre part. La police mène un jeu de pouvoir assez important, ce que nous n'acceptons pas, parce que la voie de la démocratie ne peut pas être condamnée de cette façon-là. En Afghanistan, au moins 6 écoliers, 2 soldats américains et un policier afghan ont été tués dans un attentat suicide à la moto piégée dans l'est du pays. L'attaque, qui visait un convoi de l'armée américaine et de la police afghane, a eu lieu devant un lycée pour garçons de la province de Paktia. Une vingtaine de personnes, parmi lesquelles 5 soldats américains et des écoliers, ont également été blessés. En bref, dans le reste de l'actualité de ce lundi, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique estime que le programme nucléaire de l'Iran viole de manière flagrante les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Yukiya Amano dit avoir des bases solides pour demander à Téhéran des clarifications sur sa possible dimension militaire. Selon lui, les négociations entre les grandes puissances et l'Iran tournent en rond et n'ont enregistré aucun progrès notable. Au moins 119 personnes ont été tuées dans l'incendie d'un abattoir de volailles dans le nord-est de la Chine. D'autres personnes sont encore portées disparues. Plus de 300 employés se trouvaient dans l'abattoir lorsque l'incendie s'est déclaré. Les portes étaient closes et seule une centaine d'employés est parvenue à s'enfuir. La Chine a été à plusieurs reprises le théâtre d'incendies industriels meurtriers. La corruption et le non-respect des normes de sécurité sont souvent mis en cause. L'un des 2 suspects inculpés du meurtre du soldat anglais en pleine rue dans le sud-est de Londres a comparu devant un tribunal. Michael Adebolajo, britannique d'origine nigériane, restera en détention jusqu'à sa prochaine audition le 28 juin. Il est également inculpé de tentative de meurtre contre 2 policiers et de détention illégale d'une arme à feu. Les 2 hommes disent avoir agi au nom d'Allah pour protester contre les interventions militaires britanniques en Irak et en Afghanistan. Bradley Manning sous le feu des projecteurs. Le procès militaire de l'informateur de Wikileaks s'ouvre ce lundi non loin de Washington. Il devrait durer jusqu'à la fin août. Arrêté en 2010, ce soldat américain de 25 ans est accusé d'avoir téléchargé puis envoyé au site Wikileaks des milliers de documents classifiés sur les guerres en Irak et en Afghanistan, ainsi que des télégrammes du département d'État. Cet ancien analyste du renseignement fait face à 21 chefs d'accusation et plaide non coupable en ce qui concerne le plus grave, celui de collusion avec l'ennemi. Il risque la prison à vie. Bradley Manning a en revanche plaidé coupable à 10 autres charges moins sérieuses pour lesquelles il risque une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison. Lors d'une première audition, il avait dit assumer l'entière responsabilité de ses actes et vouloir être en paix avec sa conscience. Le gouvernement américain l'accuse d'avoir mis en danger ses compatriotes. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Un imam proche du Hezbollah affirme avoir été la cible d'une tentative d'assassinat à Saïda, alors que les combats reprennent à Tripoli, faisant 4 morts et plus d'une vingtaine de blessés. Londres assure que sa décision d'armer les rebelles syriens va dépendre des négociations de paix. Moscou, pour sa part, veut que Washington accentue sa pression sur l'opposition syrienne pour qu'elle participe à Genève 2. Calme relatif en Turquie après de nouvelles violences cette nuit entre policiers et manifestants. Le Premier ministre accuse les protestataires de servir les intérêts d'éléments extrémistes. Et puis ouverture du procès de Bradley Manning, la taupe présumée de Wikileaks. Ce soldat américain est accusé d'avoir mis en danger ses compatriotes en transmettant des milliers de documents classifiés. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com ou en téléchargeant gratuitement notre nouvelle application mobile Futur TV Lebanon. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à demain. المقاومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي ويكشف ظهرها. ليس حزبا لبنانيا ولكنه فرقة إيرانية.